On revient maintenant au sujet principal de l'émission, les innovations vertes. En 2020, lors des trophées de l'Association des villes pour la propreté urbaine, Cannes s'est vu attribuer le premier grand prix en matière de développement durable. Ces distinctions récompensent les démarches et engagements de la mairie en faveur de l'environnement. Et donc Théo Plantecoste et Brieux-Le Turmy sont partis à la découverte des dernières innovations écologiques mises en place par la ville. On regarde maintenant et on en discute. Alors aujourd'hui nous sommes dans la ville de Cannes pour parler des innovations écologiques que met en place la ville. D'ailleurs la mairie de Cannes qui a été récompensée en 2015, lauréate du premier appel à projet lancé par la France des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Alors qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que depuis 2015 tous les projets de la ville qui parlent d'écologie ont été financés à hauteur de 80% par l'État et donc par la France. Par exemple, ici nous sommes dans une rue qui a été entièrement équipée de panneaux solaires pour les lampadaires et donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être raccordé au niveau électrique et donc pas de risque de coupure. Ces panneaux solaires fonctionnent 365 jours par an et donc alimentent les lampadaires. En parallèle de tout ça, la ville de Cannes, pour les autres lampadaires de la ville, est en train de mettre en place les LED, les lumières LED. Donc on sait que les lumières LED consomment beaucoup moins d'énergie et tiennent beaucoup mieux dans le temps. La municipalité de Cannes affirme son engagement pour les véhicules propres. Plus de 120 bornes de recharge sont disponibles pour pouvoir recharger son véhicule électrique sur la communauté de communes avec des tarifs qui sont très attractifs. Et si vous possédez un véhicule émettant moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre, qu'il soit électrique ou hybride, Cannes vous offre 2 heures de stationnement par jour dans la ville. Avec cette optique de mobilité douce, la ville de Cannes favorise le vélo sur son territoire. On dénombre plus de 15 km de voies adaptées pour les cyclistes, mais d'après les usagers de ces bandes cyclables, il reste encore des progrès à faire. En termes de pistes cyclables, est-ce que vous pensez qu'il y en a assez? Je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense qu'il n'y en a pas assez tout simplement parce qu'il y a différents endroits où on ne peut pas rouler et même s'il y a des pistes cyclables, elles sont trop dangereuses. Il y a des beaux endroits, mais il y en a d'autres qu'on pourrait améliorer encore. Une autre des innovations écologiques mises en place par la ville de Cannes, ce sont ces poubelles solaires donc, qui sont alimentées par l'énergie solaire et qui viennent écraser les déchets. Donc ça permet d'avoir 10 fois plus de déchets dans ces poubelles et donc un gain de place et donc un gain pour les agents d'entretien qui viennent récupérer les déchets. Pour finir ce reportage, nous nous sommes rendus dans la basse vallée de la Siagne. Sur cet espace de plus de 75 hectares, Cannes a réuni des terres agricoles, des jardins partagés familiaux ou encore des zones dédiées à la pratique du sport. Ces aménagements ont un aspect écologique, pédagogique et encore ludique. Sur le plus long terme, la municipalité met en place un nouveau projet pour la préservation du littoral. L'objectif serait d'utiliser l'énergie des vagues avant qu'elles n'atteignent les côtes. Une innovation donc à suivre de très près. Et on remercie Théo et Brieux pour ce beau reportage. Je ne savais pas que Cannes, par exemple, s'était lancé de manière aussi avancée dans la lutte pour le développement durable, en fait. Vous, Marie-Agnès, vous avez regardé le reportage. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez quelque chose Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de condenser finalement toute l'action de la ville de Cannes en la matière, parce que c'est vrai qu'ils sont à la pointe, et je pense que le trophée que vous évoquiez était bien mérité. Et c'est vrai que voilà, le sujet il est intéressant, parce qu'à la fois vous avez parlé de mobilité, j'ai vu que vous avez parlé d'énergie et des déchets, donc ça c'est vraiment des grands piliers en matière de développement durable et d'environnement. Donc effectivement, on voit aussi des changements de comportement, de consommation, finalement, que ce soit le fait de pouvoir se déplacer autrement, donc avec le vélo ou avec des véhicules électriques, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et il fallait aussi que la ville puisse accueillir ces nouveaux modes de mobilité, donc c'est important, on n'attend pas que le vélo soit là pour pouvoir adapter l'environnement urbain. Donc ça, c'est des choses auxquelles la ville de Cannes est attentive et essaye d'être précurseur en la matière pour favoriser justement toutes ces innovations. Parce que, je peux me permettre, par rapport aux pistes cyclables, parce que les vélos, etc., il n'y en a pas énormément non plus à Cannes. Donc, Alors, on vient de loin. Oui, il y a eu beaucoup d'efforts de fait et on continue encore à mettre en œuvre et à développer les pistes cyclables sur l'ensemble de la commune, y compris sur le territoire de l'agglomération de Cannes-les-Reims. Et on travaille aussi avec le pôle métropolitain. Donc c'est en fait une super structure qui regroupe 4 établissements publics de coopération intercommunale. Et on regarde pour pouvoir relier les territoires entre eux pour justement faciliter cette mobilité douce. Je suis d'accord avec vous, on est loin encore des territoires alsaciens. Mais pour autant, je pense que si vous faites le bilan de ces 5 ou 10 dernières années, vous verrez une très forte évolution et je pense qu'en plus le Covid nous a aidés
à pouvoir développer ces pistes cyclables, puisqu'à un moment donné, il y avait ces pistes, on les appelait les pistes cyclables Covid, pour tout vous dire. Et ça a permis aussi de sanctuariser certains espaces. Et on le voit, alors certes, il y a encore des efforts à faire, mais voilà, ça y est, on peut se déplacer en vélo, voilà. Mais je suis d'accord avec vous, on a encore de la marge de progression. Ouais, parce que je rappelle, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, Marie-Agnès Portero, directrice au pôle environnement de l'agglomération Cannes-les-Reims, et du coup il me semble que vous avez travaillé d'ailleurs sur des choses qu'on a vues dans le reportage. Tout à fait, voilà, vous avez montré les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc effectivement c'est un projet que j'ai pu diriger, et un projet de longue haleine. Et l'avantage de ce projet, c'est que c'est un projet effectivement qui est sur le Cap Azur. Je parlais du pôle métropolitain, mais on s'est du coup rapproché des 2 territoires voisins, et même maintenant on s'est même élargi, puisque on va jusqu'à Puget-Théniers, et on va même jusqu'à nos voisins du Var, donc Fréjus-Saint-Raphaël, où vous allez pouvoir finalement, c'est un bassin de vie, pouvoir aller aussi bien sur votre lieu de travail que sur vos lieux de loisirs, avec finalement votre véhicule électrique. Et on a souhaité, peut-être bien avant d'autres territoires, parce que les premières bornes ont été installées en 2018, et donc c'était pas forcément encore le plein, enfin c'était pas encore trop ça le terme de développement de cette mobilité électrique, et donc ça a permis aussi, voilà, de rassurer l'usager, de se dire vous pouvez investir dans d'un véhicule électrique, parce que finalement vous pourrez vous recharger et vous réassurer pour pouvoir aller d'un point à l'autre, parce que la première interrogation c'est de dire mais je vais peut-être pas pouvoir rentrer chez moi, ou je vais tomber en rade, alors que le territoire aujourd'hui est maillé de la sorte que vous pouvez faire vos activités avec un véhicule électrique, et du coup moins polluer, et surtout, aussi moins faire de bruit, parce qu'on oublie cette nuisance-là, mais c'est vrai que c'est agréable quand vous avez que des véhicules électriques plutôt que des véhicules thermiques, certains font du bruit. Mais du coup il y a un vrai travail de sensibilisation du coup avec les usagers, pour les rassurer, pour leur tout à fait, etc. C'est ça. En fait, en premier lieu, ça a été déjà comme le service n'était pas complètement développé, donc on n'avait pas la mesure de passer d'arrêter tout ce qui est thermique, gasoil était très récent finalement. Donc avant, l'électrique était très peu développé, ça reste quand même quelque chose d'assez onéreux. Donc il faut pouvoir justifier l'intérêt du service public. Donc déjà de rassurer, de pouvoir dire vous ne tomberez pas en rade parce qu'il y a un maillage. Donc là il y a toutes les questions d'aménagement, de localisation des sites de recharge, que le site il soit, comment on dit, l'interface d'accueil de l'usager, elle soit aussi appréhendable par tout un chacun. Donc là aussi un travail à faire avec nos prestataires de services pour que ce soit facile d'utilisation, et ensuite de pouvoir aussi proposer un tarif qui soit abordable et qui soit cohérent, et qui finalement va peut-être pas encourager, mais peut-être ne pas rejeter pour l'administrer l'achat du véhicule électrique. Ok, il est cher, mais par contre vous allez faire une économie dans votre fonctionnement, dans votre quotidien après, parce que la facture de votre carburant sera moins importante que si vous avez un véhicule thermique. Et donc c'était aussi tout un calcul et des négociations et un choix politique de dire finalement la personne va simplement payer la consommation d'électricité et pas autre chose. Donc voilà, c'est effectivement une réflexion à la fois sur l'usage en tant que tel, mais bien sûr en n'oubliant pas l'usager qui reste prioritaire quand même, parce que s'il n'y a pas d'usager, le service il n'a pas lieu d'être. Et du coup, pour revenir à l'innovation verte, est-ce que vous, en tant que directrice du plan environnement, est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de votre métier? Qu'est-ce que vous faites? On a vu que vous avez développé les bornes électriques, etc. Qu'est-ce qui est fait vraiment concrètement au niveau de l'agglomération? Alors, par rapport à sur l'environnement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à l'innovation, et donc je vais peut-être plutôt me concentrer sur ce que je connais un peu mieux. Sur la partie environnementale, je pense que c'est indispensable d'aller sur le champ de l'innovation à plus d'un titre. D'une part parce que la population a changé, et donc pour nous l'innovation, elle passe aussi par l'innovation vis-à-vis de l'usager, elle est comportementale. Avant Covid et après Covid, on voit que les gens ont changé leurs habitudes, donc il faut que nous aussi on s'adapte, et on va toucher l'usager pas forcément de la même façon qu'avant.
Donc on essaye d'aller sur d'autres outils. Par exemple, pour les jeunes aujourd'hui, il faut qu'on aille vers des outils type TikTok, alors que classiquement, dans une administration, on ne passe pas par ce genre de vecteur. Donc c'est à nous d'adapter nos messages. C'est aussi de l'innovation, même en termes de management, au sein de nos équipes, parce que le métier il a changé, parce que les gens aujourd'hui sont attentifs à leur santé, et il y a un engagement quand même pour le service public qui est toujours présent, et ça, faut le saluer. Mais ça n'empêche que ça nous demande à nous aussi en tant que manager de faire preuve d'innovation parfois. Et après, sur le métier en tant que tel, je vais prendre l'exemple des déchets. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent de parfois gagner du temps, de faire peut-être moins de bruit, de collecter moins souvent, donc de gagner en productivité. Et donc ça, c'est important parce que finalement, le service, il est payé par des contribuables. Il faut avoir en tête que le service public, il est généralement payé soit par l'usager directement, comme l'eau, par exemple, là, vous parlez tout à l'heure des bornes de recharge. C'est parce que je l'utilise que je paye. Mais quand je suis un administré, je paye d'office la taxe dans les bornes d'ordures ménagères et donc mes impôts pour le service des déchets. Donc en tant que contribuable, nous, on doit préserver les intérêts du contribuable et donc de fait, pas alourdir les impôts, ce qui nous oblige à nous forcément de faire appel à d'autres techniques, à d'autres outils, à d'autres façons de penser pour pouvoir, à défaut de réduire les coûts, au moins les maintenir, donc de ne pas rajouter de pression fiscale. Et donc ça, forcément, on est obligé de faire appel à l'innovation. Ce sera l'innovation dans la façon d'appréhender un sujet, ou de ce que vous évoquez tout à l'heure, des nouvelles technologies. Je prends par exemple sur le centre de Cannes, on a mis en place des poubelles compactrices. Vous avez montré des corbeilles solaires qui compactent. Alors malheureusement sur la partie gestion des déchets, la collecte, on n'a pas ce système-là parce qu'il faudrait des panneaux beaucoup plus grands, mais on a un système de compaction qui fait que on passe qu'une seule fois par jour au lieu de passer 4 voire 10 fois par jour comme on a pu l'avoir sur des bacs plutôt classiques. Donc c'est des petites choses comme ça qui font qu'on va gagner en temps. Là on a aussi déployé un outil d'aide à l'exploitation qui nous permet de comprendre comment se passe le circuit de collecte, de pouvoir communiquer directement avec nos équipages, et c'est des outils novateurs. Et c'est vrai que alors pour l'instant on est encore en période de rodage, donc nos agents sont en train de se rapproprier l'outil, mais j'allais dire c'est comme quand on est passé du téléphone portable qui était un peu lourd ou qui faisait que téléphoner, et qu'aujourd'hui on a un smartphone. Là c'est un petit peu pareil. Vous imaginez que c'est pas du premier jour qu'on se l'est approprié. Il faut parfois attendre la génération d'après pour vraiment se l'approprier complètement, mais on va forcément gagner en confort et je pense en modernité aussi pour des agents dont le travail n'est pas toujours simple. Et donc voilà, on est sur beaucoup de domaines en termes d'innovation. Ok, donc c'est intéressant parce que du coup on voit que l'innovation c'est pas seulement l'invention, c'est aussi la manière dont on va procéder, dont on va produire, etc. Donc c'est ce que je rappelais aussi d'ailleurs dans le préambule de l'émission. L'innovation c'est pas seulement l'invention, c'est aussi plein d'autres choses.